beaucoup pour ce propos très, très complet. Alors, je vais commencer par un certain nombre de questions. Plutôt que faire un grand pot, je vous pose 10 questions. Je vous poserai les questions séparément, comme ça on fera un aller-retour. Puis ensuite, je passerai la parole au rapporteur et ensuite à nos collègues. D'abord, une série de questions d'ordre un peu technique sur le métier du président de la Commission des finances, comment ça se passe dans les rapports avec le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu tout ce sujet sur est-ce qu'il y a eu ou pas sous-évaluation involontaire, volontaire, d'un certain nombre de paramètres, je voudrais y revenir. Mais quand se construit le budget, quand est-ce que le président de la Commission des finances a les premières estimations de croissance? En clair, est-ce que vous avez des informations un peu plus tôt, même d'une manière informelle, de la part des administrations, du gouvernement? C'est une des caractéristiques du pays, c'est que, et ça pose la question du contrôle parlementaire, c'est que c'est le gouvernement qui fait ses propres hypothèses de croissance, il fait lui-même ses hypothèses de croissance, et il construit le budget avec ses propres hypothèses de croissance. Et il y a peut-être quelque chose à creuser. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est un organisme public, mais indépendant, qui fait ses hypothèses de croissance et qui impose ces hypothèses au gouvernement, qui doit bâtir son budget à partir des hypothèses qui lui sont imposées. Et chez nous, c'est la même personne qui fait l'hypothèse et qui utilise l'hypothèse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Première question, vous m'avez demandé si, en gros, j'étais au courant longtemps à l'avance. Non. Non. Je suis au courant quelques heures à l'avance de ce qui va être publié. Je dois même dire une anecdote par rapport aux dernières annulations de crédit, et je le dis d'autant plus librement, c'est que je crois que ça a irrité tous mes collègues, y compris mes collègues de la majorité, c'est que les décrets, je devais les avoir avant qu'ils ne paraissent au journal officiel. Voilà. Sur les annulations de crédit de 10 milliards. Et il y a un motard qui est venu à l'Assemblée nationale en pleine nuit, il devait être 1h du matin, effectivement, amener ces décrets 20 minutes avant qu'il ne soit mis dans le journal officiel. On ne peut pas vraiment dire. Théoriquement, la loi veut qu'on soit informé. Je ne suis pas certain que ça soit informé que de faire ça. Je pense que c'est plutôt travailler dans un drôle d'esprit. Donc non, je ne reçois pas les documents très longtemps à l'avance, pour tout vous dire. Et effectivement, le débat qui a eu lieu par rapport aux rectifications sur la loi de finances 2024, sur la croissance à 1% pour 2024 plutôt qu'à 1,4%, sur le déficit accru, bon, le Haut Conseil des finances publiques a estimé qu'il n'y avait pas d'insincérité, donc soit. Pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une accumulation d'erreurs, et je pense que c'est à interroger. Alors pourquoi il y a accumulation d'erreurs? Le gouvernement a fait des estimations en fonction... moi, ça ne me choque pas, pour aller vite. Ce que vous avez demandé ne me choque pas, le fait que ça soit la puissance publique qui, à un moment donné, donne ses prévisions, d'autant plus qu'on a quand même des autorités, on a des institutions qui donnent eux-mêmes leurs propres chiffres. Bien. Donc, ça nous permet de comparer. Ce qui me pose problème, c'est autre chose. C'est le fait que, depuis maintenant deux budgets, l'Assemblée n'a plus l'occasion de débattre et de voter ce budget. Et si je dis ça, ce n'est pas juste un problème démocratique, c'est que je pense que le gouvernement aurait été, peut-être plus réaliste et mieux inspiré, aurait pris peut-être des meilleures décisions si à un moment donné, il écoutait l'Assemblée sur cette question. C'est plutôt ça le problème que nous avons en ce moment. C'est plutôt ça. Le problème de fond que nous avons dans le fonctionnement, c'est que moi, j'ai tendance à penser que vient de l'Assemblée des choses qui peuvent conseiller de manière utile. Vous voyez, je suis très modéré, le gouvernement, et je regrette que ça ne soit pas le cas. Mais ça ne me choque pas que les services de Bercy, eux-mêmes, donnent leurs propres prévisions. C'est un organisme pourtant public qui fasse une évaluation indépendante, c'est quelque chose. Oui, mais en Grande-Bretagne, ils poussent le bouchon plus loin, c'est britannique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une estimation qui est faite par un organisme qui ne dépend pas du gouvernement, objectivement, et qui dit, ben voilà, vous devez travailler sur 1, 2, 1, 3, 1, 4, point. Pas de discussion. Oui, Monsieur le Président, je reste, et comme la question, vous avez compris, je suis contre l'indépendance des banques centrales. Moi, je reste plus favorable au fait que la puissance politique, à un moment donné, donne ses propres chiffres plutôt qu'un organisme qui, après tout, en quoi il serait plus valide
que l'exécutif pour donner ses propres chiffres. Donc moi, je préfère que ce soit la puissance publique. Merci. Alors, vous avez parlé du 1,4 versus 1. Donc, vous avez noté qu'il n'y a pas d'insincérité de votre part. Vous pensez qu'il y a une... en tout cas, ce n'est pas votre sentiment, j'ai bien compris. Sur le 4,9 du PIB versus 5,5 pour 2023, ce fameux trou dans les recettes, que vous avez d'ailleurs évoqué durant votre exposé, est-ce que vous pensez que ce trou, ça fait l'objet aussi d'une discussion politique, là pour le coup, a été caché dans les recettes fin 2023 ? Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'affirmer un certain nombre de choses ? Décidément. Les éléments, c'est M. Husson qui les a révélés. Il y a une note effectivement interne à Bercy qui a été faite dans les derniers jours, si j'ai bien compris, du budget, et qui expliquait qu'il y avait un risque de dérapage de déficit. Mais là, le ministre les a, d'ailleurs, Cazenave les a publiés, nous les a transmis. C'était une note qui alertait, qui ne donnait pas ça comme certitude. Si on avait été en débat normal à l'Assemblée à ce moment-là, ce qui n'était déjà plus le cas puisque les choses étaient passées, si je ne me trompe pas en termes de datation, par 49.3, peut-être que, et là il aurait été souhaitable, qu'il y ait un débat à partir justement de ces estimations renouvelées. Le problème, c'est que nous n'étions plus en débat et que tout ça est parti de manière invisible. Mais moi, pour être clair, j'ai parlé de... Je ne pense pas que la question de l'insincérité, mais par contre, c'est une question de succession d'erreurs. Parce que ce n'est pas comme si... il n'y avait pas eu à la fois des parlementaires et de toutes les oppositions, quasiment, comme s'il n'y avait pas eu des institutions qui disaient que, par exemple, du fait de la situation en 2023, peut-être que les rentrées financières assises sur la question de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et différentes, n'allaient pas être aussi importantes en 2023 qu'en 2024. Autrement, et de la même manière, alors là, pour le coup, la croissance annoncée de 1,4% pour 2024, là, il y a plein de vidéos qui vous montreront nos interventions aux uns et aux autres pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas réaliste. Et on n'a rien inventé. Il suffisait de regarder, écouter ce que disaient les institutions. Donc, au moins, constatons une chose, et je trouve que du coup, ça devrait renvoyer l'exécutif à beaucoup d'humilité dans ses affirmations, y compris par rapport à la politique à venir, c'est qu'il y a eu une succession d'erreurs qui se révèlent évidentes quelques mois à peine seulement après qu'on ait bouclé le budget. Merci.